Bonsoir. Nous voici réunis pour parler à nouveau de médecine et pour en parler avec des médecins qui ont quelque chose à vous dire sur un des points qui vous intéresse le plus actuellement. Et véritablement un des points qui vous intéresse le plus actuellement, puisque on ne peut pas ouvrir un journal, écouter la radio, regarder la télévision, sans entendre parler de médecine naturelle, de la médecine par les plantes, de médecine parallèle, sans qu'on sache très bien quelle est cette parallèle que l'on fait à la médecine. Et l'on parle effectivement beaucoup et beaucoup des plantes. Et les plantes, qui avaient un peu disparu des villes, réenvahissent notre vie par un autre aspect. D'abord parce que l'on vous dit de mettre sur votre visage des produits qui contiennent des plantes. Ensuite parce que l'on vous conseille d'avaler des plantes. Et puis parce que des médecins diplômés de la faculté, se préoccupent de réintroduire parmi les traitements que l'on vous conseille pour un grand nombre de maladies, des plantes. Ils se présentent comme phytothérapeutes ou comme aromathérapeutes. Eh bien, pour parler de ces problèmes, de ces mots qui sont peut-être un peu mystérieux, phytothérapie, aromathérapie, nous avons aujourd'hui deux médecins sur le plateau. D'abord le docteur Durafour, ensuite le docteur Lapraz, qui, avec le docteur Valnet, ont écrit un livre dont vous voyez ici le titre, Phytothérapie et aromathérapie, et qui a pour sous-titre ou pour surtitre une médecine nouvelle. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que c'est véritablement une médecine nouvelle? Vous êtes des médecins formés par notre faculté, vénérable et ancienne. En quoi la médecine par les plantes est-elle une médecine nouvelle? Car finalement, est-ce que vous n'auriez pas dû mettre retour à une médecine ancienne, puisque les plantes ont constitué pendant très longtemps l'arsenal thérapeutique, comme disent les médecins, celui que l'on donne aux malades. Alors, pourquoi une médecine nouvelle? Monsieur Lapraz. Eh bien, écoutez, Jean-Paul Escande, effectivement, le titre de médecine nouvelle peut paraître paradoxal, dans la mesure où la phytothérapie est une médecine millénaire. Alors, phyto, qu'est-ce que ça veut dire? Phyto vient du grec phyton et veut dire plante. Plante. Phytothérapie, c'est donc le traitement par les plantes. Et aromathérapie? Aromathérapie, si vous voulez, l'aromathérapie, c'est une branche de la phytothérapie qui traite les maladies par les essences de plantes ou les parfums. Oui. Alors, vous voyez un malade, vous, docteur Lapraz. Est-ce que vous l'examinez comme les médecins classiques les examinent? C'est-à-dire, est-ce que vous recherchez les mêmes maladies? Quand un médecin chinois fait de l'acupuncture, il ne recherche pas les mêmes maladies que nous, il apprécie d'autres signes. Vous, est-ce que vous arrivez à porter les mêmes diagnostics que la médecine traditionnelle qui vous a été enseignée à la faculté? Bien entendu, nous pouvons faire un diagnostic tout à fait traditionnel et nous pouvons nous attarder à rechercher les mêmes signes pour mettre en évidence les symptômes morbides. Mais le but du médecin phytothérapeute est d'aller au-delà de la recherche des symptômes, si vous voulez, pour trouver cette grande notion que nous introduisons dans notre conception de la thérapeutique, cette notion de terrain. Nous essayons à travers... Alors la notion de terrain, c'est-à-dire? Eh bien, je crois que vous allez comprendre, nous venons tous au monde avec un potentiel génétique, avec une structure personnelle. Cette structure est à la recherche d'un équilibre permanent dans le déséquilibre constitutionnel. C'est-à-dire que nous vivons, donc nous avons perpétuellement des réactions en nous qui nous déséquilibrent. Quand nous mangeons, il faut le transformer en quelque chose. Et nous cherchons à rééquilibrer ces déséquilibres permanents. Absolument. Alors, ces déséquilibres permanents se manifestent par un ensemble de petits symptômes que nous nous attachons à rechercher d'une façon extrêmement précise. Par exemple? Par exemple, on essaye de préciser le tempérament du malade. On essaye de savoir s'il a des signes qui sont plutôt de la lignée sympathique ou plutôt de la lignée vagotonique, parce que nous faisons reposer l'équilibre de notre milieu intérieur sur la régulation du système neuro-endocrinien. Donc, vous pensez, moi je traduis un petit peu pour les téléspectateurs, que le système nerveux qu'on appelle autonome, et qui est le système sympathique et parasympathique, règle notre vie, règle beaucoup de sensations qui sont les nôtres, en bien ou en mal, et que s'il y a quelque chose qui se décale, on peut le régler. Et on peut le régler par les plantes et par des extraits de plantes. Absolument, parce que les plantes ont un tropisme spécifique en fonction de leur structure intime pour certains éléments de notre milieu intérieur. Il y a des plantes qui ont un tropisme endocrinien extrêmement marqué. C'est-à-dire qu'ils vont se porter sur les glandes endocrines? Qui vont se fixer préférentiellement, et je pourrais vous donner l'exemple de la sauge. Alors allez-y, donnez-nous l'exemple de la sauge, qui est une jolie plante, mais qui est une plante médicinale connue depuis longtemps. Alors qu'est-ce que ça fait la sauge? Alors c'est une plante médicinale connue depuis longtemps pour favoriser l'apparition des règles chez les femmes qui ont des retards de règles. Eh bien, les chimistes ont pu isoler
isolé dans la sauge des molécules chimiques dont la structure est voisine de la folliculine, qui est une hormone féminine. Donc, si vous voulez, il y a des explications. Les chimistes sont à même maintenant d'apporter quelques explications à l'activité thérapeutique de la sauge. Alors, on va demander à M. Durafour, qui est votre confrère et je dirais presque votre complice, en tout bien tout honneur, s'il est d'accord sur ce que vous venez de dire ou s'il a apporté des correctifs. Est-ce que les aromathérapeutes sont une grande famille? D'abord, est-ce que vous êtes beaucoup en France? Nous ne sommes pas encore très très nombreux, mais nous commençons. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les médecines naturelles commencent à attirer beaucoup de monde. Il y a une grande demande et puis les médecins suivent presque. Vous faites des adeptes parmi les jeunes médecins ou parmi les anciens médecins? Eh bien, nous retrouvons des anciens médecins qui avaient un peu la nostalgie de la phytothérapie qu'ils ont connue dans leur jeunesse et beaucoup de jeunes médecins qui sont très inquiets, si vous voulez, de la prolifération chimique et qui seraient plus propices et qui souhaiteraient voir une médecine beaucoup plus douce. Alors vous pensez, vous, que finalement, à l'heure actuelle, un certain nombre de médecins se disent que les médicaments, qui sont certainement très efficaces dans un certain nombre de cas, ne donnent pas satisfaction dans tous les cas, et qu'il y en a d'autres dans lesquels il vaut mieux utiliser des choses moins dangereuses. Alors les plantes, sont-elles moins dangereuses? Bien, les plantes sont moins dangereuses si elles sont bien utilisées, si elles sont bien choisies, si on se limite à une certaine catégorie de plantes, puisqu'il y a des plantes qui sont extrêmement dangereuses, et elles sont moins dangereuses aux posologies que nous utilisons. Et aux doses que vous utilisez. Aux doses que nous utilisons. Alors moi, Jean, je vous interromps tout de suite là-dessus, pour vous dire qu'effectivement, l'atropine, qui est un poison violent, ça vient des plantes. La digitaline, ça vient des plantes. La ciguë qu'on a fait boire à ce pauvre Socrate, c'était une infusion de plantes. Alors justement, est-ce que vous faites, vous, dans la nature, un choix entre les bonnes et les mauvaises plantes, ou bien est-ce que vous utilisez aussi les plantes vénéneuses, dangereuses, à condition de limiter la dose que vous donnez aux malades? On peut utiliser les plantes, même toxiques, mais alors là, à des doses infinitésimales, qui sont donc très loin, très éloignées des doses toxiques. Mais dans la majorité des cas, et les plantes que nous utilisons sont des plantes dont la réputation de non-toxicité est établie depuis très longtemps, et qui peuvent être utilisées même à des doses 100 fois supérieures à celles que nous utilisons, sans avoir d'inconvénients. Mais moi, Monsieur Lapras, je vous pose une autre question. Quelle différence entre vous, ne vous en offusquez pas, et une gentille dame qui s'occupe des plantes depuis longtemps à la campagne, qui vit dans sa petite maison et qui connaît les remèdes des simples, comme on dit? Quelle différence entre vous et elle? Écoutez, c'est pas un piège. Hein? Non, du tout, je ne le prends pas comme tel. Écoutez, les gentilles dames de la campagne dont vous parlez, beaucoup d'entre elles ont des résultats. Mais j'ai pas dit le contraire. Non, si vous voulez, donc il y a une efficacité à travers l'empirisme. N'oublions pas que l'empirisme est millénaire, c'est-à-dire qu'il est basé sur des millénaires d'observations. Et quand vous trouvez, par exemple, les indications du thym, aussi bien chez les précolombiens pour l'utilisation dans les indications des affections digestives, intestinales, et que vous retrouvez ces mêmes indications chez les Chinois au Moyen-Âge et de nos jours, vous voyez qu'il se dégage un fond commun de vérité et de vérité objective qui a derrière elle l'avantage de millénaires d'expérimentation. Mais ça, je peux à ce propos-là raconter la toute petite histoire de la découverte des salicylates qui ont rendu tellement de services avant que l'aspirine et les autres anti-inflammatoires existent. Il y avait un brave curé en Angleterre qui était persuadé que Dieu, dans sa grande sagesse, avait mis dans la nature de quoi faire du mal, sans doute, mais aussi immédiatement de quoi le corriger. Et il se disait qu'on souffrait beaucoup de rhumatisme dans les pays humides. Il s'est donc dit, dans ce pays doit pousser quelque chose qui doit contenir de quoi lutter contre les rhumatismes. Et son expérience lui a fait dire que les sols étaient vraiment en très grand nombre, les sols pleureurs, étaient vraiment en très grand nombre dans les pays humides. Et il a préparé un extrait de sol, enfin ça s'est sans doute pas passé aussi joliment, mais c'est tellement beau comme histoire, et on en a tiré les salicylates ultérieurement. Enfin, on a reconnu ultérieurement la présence des salicylates, mais ces salicylates luttaient contre l'inflammation et contre la fièvre. De même, les Indiens découvrant et utilisant le quinquina qui contient de la quinine, etc. Donc, alors, l'apport de la médecine nouvelle, de la phytothérapie à tout cela. Comment est-ce que vous dépassez le stade de cette gentille dame qui a quand même des résultats ou du sorcier qui a des résultats? Mais écoutez, je crois que c'est l'expérimentation qui prime en médecine. Et pour ma part, je vais prendre mon exemple personnel. Je me suis installé il y a 9 ans à Paris en médecine classique, c'est-à-dire que j'utilisais des produits chimiques comme vous et comme ceux des laboratoires dans l'industrie pharmaceutique. Exactement.
Et puis au bout de quelques mois, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes qui apparaissaient. Je voyais d'une part les malades rechuter, je voyais les problèmes des chroniques, je voyais toute la pathologie secondaire, ce qu'on a appelé la pathologie iatrogène. Oui, celle causée par les médicaments eux-mêmes. C'est ça. Et je me suis posé des questions. La fonction du médecin, la fonction primordiale du médecin est de soigner, de soulager et de guérir. Et je m'apercevais que dans un nombre non négligeable de cas, je ne répondais pas à cette fonction. À partir de ce moment, je me suis interrogé et mon interrogation s'est portée vers les thérapeutiques que vous avez appelées tout à l'heure de parallèles. C'est un terme que nous n'aimons pas très bien. Moi, je n'aime pas beaucoup. Non. Donc je me suis porté vers les autres médecines et j'ai eu la chance de rencontrer en 72 le docteur Valnet qui m'a appris, ainsi qu'au docteur Durafour, la phytoaromathérapie. Et avec lui, nous avons travaillé pendant des années. D'où tenait-il sa science? Alors je pose la question à M. Durafour. D'où tenait-il sa science? Est-ce que c'était quelque chose qui existait depuis très longtemps ou est-ce que c'est un apport nouveau? Est-ce que ce sont de vieux secrets? Est-ce qu'on retrouve, je ne sais pas, dans des livres, dans des grimoires du Moyen-Âge, ces secrets-là? Ou est-ce que c'est une approche nouvelle des plantes? Eh bien, il y a des deux. C'est-à-dire qu'il est parti d'abord de lectures qu'il avait faites, et puis il s'y est vraiment intéressé lorsque, en Indochine, il était prisonnier dans les camps, il était chirurgien de l'armée, des armées, et il avait des problèmes pour soigner ses blessés, dans la mesure où il n'avait plus à sa disposition aucun antibiotique, et il constatait que tous les blessés vietnamiens avaient eux des plaies parfaitement propres, qui ne se surinfectaient pas, et tous les blessés français, eux, avaient des plaies qui se gangrénaient, etc., puisqu'ils n'avaient plus aucun moyen de lutter contre cette infection. Alors il s'est intéressé à ce problème et il a vu que, en fait, dès qu'ils étaient blessés, les Vietnamiens faisaient des applications de plantes diverses qu'ils cueillaient dans la brousse, ce qui leur permettait d'avoir des plaies parfaitement saines et propres et qui permettait souvent de sauver les membres atteints. Alors, de retour à Paris, il s'est replongé dans la phytothérapie. Il a retrouvé certaines notions qu'on lui avait déjà enseignées à la faculté, puisque à ce moment-là, la phytothérapie était encore enseignée en faculté. Et puis, petit à petit, fort des expérimentations nouvelles, puisqu'on continue de toute façon à rechercher dans les plantes quels sont les principes actifs, à rechercher de nouveaux principes actifs au niveau des plantes, et bien petit à petit, des découvertes nouvelles sont faites, et il a réintégré dans ces anciennes propriétés des plantes, les propriétés nouvelles. C'est ça, donc si vous voulez, c'est un pool ancien qu'on enrichit perpétuellement. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que les aromathérapeutes et les phytothérapeutes qui font ça, parce que il y a dans tous les pays du monde des laboratoires de l'industrie pharmaceutique qui dépêchent des envoyés auprès des chamans, auprès des sorciers, pour essayer de voir si dans leur secret, il n'y a pas quelque chose d'utilisable. Bien. Alors moi, je vous repose maintenant une autre question. Est-ce que vous pensez que, progressivement, comme ça, de but en blanc, la phytothérapie et l'aromathérapie devraient repousser les médicaments chimiques, c'est-à-dire les médicaments artificiels, les médicaments de l'industrie pharmaceutique? Bref, est-ce que l'industrie pharmaceutique ne va pas découvrir que son pire ennemi, c'est le trio Valnet-Durafour-Lapraz? Pire ennemi commercial, entendons-nous. Écoutez, Jean-Paul Escande, la phytothérapie, la phytoaromathérapie ne rejette rien. Elle prêche seulement pour l'utilisation, pour une hiérarchisation dans l'utilisation des moyens thérapeutiques. Et quand avec des simples, des plantes non toxiques, vous arrivez à réussir là où le médicament chimique ne réussit pas ou réussit au prix d'incidents secondaires, il est préférable d'utiliser cette structure, cette plante appelée simple. Donc, si vous voulez, nous pensons qu'il faut d'abord commencer par l'apparemment simple, parce que, comme disait Bachelard, les simples sont des êtres complexes. Donc, commencer par elle, pour ensuite réserver, dans un certain nombre de cas bien limités qu'on pourrait voir ensemble après, l'introduction du médicament chimiothérapique. Bon, donc, alors ça, c'est une prise de position qui est intéressante, et je pense que les téléspectateurs écoutent ça avec intérêt, parce que vous dites, finalement, dans le métier de médecin, après avoir vu le malade, après avoir fait un diagnostic, l'important serait de commencer à traiter par des choses rigoureusement non toxiques. Alors, question, M. Durafour, est-ce que ces plantes sont rigoureusement non toxiques? Est-ce que vous êtes sûr que tous les médicaments que vous donnez, si on les donnait à très large échelle, on ne leur reprocherait pas ce qu'on reproche aux médicaments chimiques actuels? Bien, de l'expérience que nous avons, de l'expérience des gens qui se sont servis des plantes avant nous et de l'expérience millénaire dont vous parlez, Jean-Claude Lapraz, tout à l'heure, il apparaît que ces plantes ne sont pas toxiques.
je vous le répète, aux doses que nous utilisons, en plus, nous sommes très très loin des doses de toxicité qui sont connues, puisque les essences, pour parler de l'aromathérapie, sont testées dans toutes les facultés de pharmacie, et je crois qu'à Strasbourg, à Montpellier, on a repris des études très très précises sur l'aromathérapie. J'étais à Strasbourg l'autre jour et j'ai vu travailler ça. Eh bien, ils ont donc étudié les doses de toxicité. Les doses de toxicité des plantes sont connues, mais les essences aromatiques sont toxiques, effectivement, utilisées à des doses trop importantes. Et vous ne les utilisez pas à ces doses importantes. Nous ne les utilisons mais pas. Mais alors, monsieur Lapraz, ce qu'on va vous dire, et la question que vous attendiez de ma part, qui est une question, pas de mauvaise foi, mais enfin, c'est est-ce que ce qui réussit, c'est pas plutôt les qualités humaines du docteur Lapraz ou celles du docteur Durafour, et est-ce que finalement, les plantes que vous donnez ne sont pas ce que l'on appelle un placebo? Nous avons fait une émission sur le placebo ici pour en dire du bien, pour dire que c'était quelque chose de très actif. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne, et que la façon que vous avez de vous conduire avec les malades est peut-être plus active que ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous savez, je crois beaucoup aux qualités humaines du médecin, et je pense que le médecin doit avoir le contact avec son malade. C'est sûr que c'est primordial. Mais de l'expérience que j'ai de la phytoaromathérapie, avec un recul de 7 ans maintenant, je me rends compte qu'objectivement, il y a des cas dans lesquels mon effet placebo serait infiniment puissant, infiniment merveilleux, et je ne me sens pas un tel effet personnel. Vous ne pensez pas avoir pouvoir magique? Oh, je ne pense pas, non, je ne pense pas. Bien. Alors, vous ne pensez pas, mais est-ce que, dans un certain nombre de cas, vous ne pensez alors maintenant que dans chaque armoire pharmaceutique de famille, il devrait y avoir un tri fait où on remettrait un peu de côté les somnifères, les purgatifs et autres produits de tout type pour les remplacer par des petits flacons avec des plantes. Tenez, si vous voulez, nous pouvons regarder quelques diapositives qui vont nous montrer quelques-unes de ces fleurs et de ces plantes. Voilà des tulipes, voilà des iris, très à la mode depuis qu'on reparle de la mode 1900 et du style rétro. Voilà un souci simple, avec une jolie petite bête posée au milieu. Voilà un brin de muguet. Et ça, c'est un géranium. C'est un géranium. Alors, est-ce que vous pensez que les familles françaises auraient intérêt à cultiver sur leur balcon des plantes, à les faire sécher, à les recueillir à la bonne saison, à les faire sécher et à préparer elles-mêmes leur décoction? Et avoir ça dans leur pharmacie. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est complètement utopique? Vous voulez parler de l'automédication, là? Mais non, parce que vous pourriez, si vous voulez, conseiller aux gens d'avoir chez eux un petit stock de plantes en leur disant, ben voilà, les plantes qu'il faut avoir, qui sont importantes, plutôt que d'avoir des somnifères pour dormir, cultivez un peu de cela, mettez-le dans un pot, et puis, lorsque vous n'avez pas sommeil, prenez-en. Ah, mais je suis assez partisan de l'infusion journalière. D'ailleurs, ça fait partie de nos thérapeutiques de fond. Et il est évident que si vous prenez des infusions de fleurs de lavande, la lavande a un effet sédatif, vous aurez des résultats, c'est sûr. Alors, comme ça, pour les téléspectateurs, quelques plantes de base pour avoir une vie un peu tranquille. Bien entendu, qu'est-ce que vous diriez pour dormir? Sédatif un peu. Passiflore, mélilo, lavande. Mélilo, qu'est-ce que c'est? Tilleul. Mélilo, c'est quoi? Le mélilo, c'est une plante qui a permis l'extraction des coumarines, des anticoagulants. Des anticoagulants. Ah, elle est très très importante. Bien. Pour avoir de l'appétit. Le fenugrec. La gentiane. La gentiane. Ah oui, mais la gentiane sous forme d'apéritif, vous ne recommandez pas. Je ne fais de publicité pour personne. Non, ça... À des doses très limitées. À des doses très limitées. Pour, au contraire, couper l'appétit, puisqu'on a voulu créer aujourd'hui ce mythe de l'obésité, alors que la plupart des gens, quelques kilos leur vont très bien, mais on a voulu créer le mythe de l'obésité, maladie effroyable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se couper un peu l'appétit? Il y a des plantes pour ça? Vous savez, là, il y a un grand aspect psychosomatique derrière l'obésité. Je pense que les plantes peuvent être un support, effectivement, de drainage des émonctoires, mais que le rôle du médecin est primordial dans la poursuite d'un régime. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, c'est le régime qui est là-bas. Ceci était une question piège à laquelle vous avez très bien répondu. Et ensuite, pour donner de la vigueur, de la force dans la journée, pour se sentir bien, tenez, pour un coureur à pied, par exemple, quelqu'un qui fait des efforts physiques. Bien, on reprend les mêmes, les stimulants un petit peu comme le fenugrec, la gentiane, qui sont effectivement de très bonnes plantes, ou le ginseng, mais enfin, on ne trouve pas. Alors le ginseng, c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Bien, le ginseng... On a tellement vu, vous comprenez, qu'on ne sait plus. Le ginseng, en lui-même, c'est sérieux.
Oui. Le ginseng que l'on trouve partout, c'est le plus souvent pas sérieux parce qu'il n'y a absolument aucun contrôle, que les racines que l'on met comme étant des racines de ginseng sont souvent un mélange de racines sans aucune valeur et puis d'un petit peu de ginseng. En plus, les propriétés du ginseng sont très variables selon la saison à laquelle elles ont été cueillies. Elles ont des vertus qui peuvent aller de moins à plus, si vous voulez, qui sont donc très variables. Et c'est donc très très difficile. Et je crois qu'il y a une réglementation à l'heure actuelle sur l'entrée des ginseng en France. Et ça, d'abord, dans un premier temps, a été interdit. Je crois que ça commence à revenir, mais des ginseng qui seront tous contrôlés par la faculté de pharmacie. Et alors, le ginseng avait cette vague, ou plutôt cette précise réputation d'être aphrodisiaque. C'est vrai ou pas? C'est comme tous les stimulants généraux. C'est-à-dire que si ça excite un peu, si ça empêche de dormir... Ça a un retentissement sur la fonction sexuelle. Voilà. Bien. Donc, alors, je rebondis là sur une des choses que vous venez de dire. Si on le ramasse à la bonne saison, c'est donc que il n'y a pas la plante en elle-même qui agit à n'importe quel moment. Il y a donc des règles pour faire de l'herboristerie, si vous admettez ce terme. Mais bien entendu, il faut avoir, pour traiter efficacement en phytoaromathérapie, il faut avoir un matériel thérapeutique de bonne qualité. Oui. Il est évident que selon les saisons, selon la période de l'année à laquelle vous ramassez la plante, si c'est le matin, si c'est le soir, les conditions de conservation, vous avez des qualités thérapeutiques qui peuvent varier de 1 à 10. Et la teneur en principe actif d'une essence aromatique, par exemple, peut varier selon les saisons. Vous pouvez avoir dans le thym une saison 30% de thymol et l'autre saison, vous aurez 85%. Donc vous voyez, ce sont des notions extrêmement mouvantes puisque la vie elle-même est mouvante. Bien sûr. Autre question que je voudrais beaucoup vous faire préciser, à partir de quel moment arrêtez-vous ce traitement que vous faites? Car je ne pense pas que vous traitiez, par exemple, le cancer ou les maladies malignes par les plantes. Est-ce que vous le traitez, Monsieur Durafour? Si vous voulez, c'est une question que l'on nous pose extrêmement souvent et je réponds en général qu'il n'y a pas de maladie qui soit, de par la philosophie même de notre médecine, qu'il n'y a pas de maladie qui soit à exclure des thérapeutiques, de la phytoaromathérapie. Ce sont les malades qui sont à exclure. C'est-à-dire que, puisque nous traitons le terrain, puisque nous voulons rééquilibrer les gens de manière à les aider à se défendre et à exclure et à éliminer la maladie de leur organisme, il faut qu'il y ait un minimum de répondants. Il est donc indispensable que les malades aient encore des défenses. Et il est sûr et certain que s'ils n'ont plus aucune défense, il faut à ce moment-là, effectivement, utiliser des thérapeutiques substitutives. Mais je vous prends un exemple. Vous auriez une grosse angine. Admettez qu'en sortant d'ici, vous sentiez brutalement la gorge vous brûler. Vous avez une très grosse angine, 40. Vous prenez des antibiotiques ou vous prenez des plantes? Je prends des plantes. Vous prenez des plantes? Vous aussi? Vraiment? Ah, vraiment. Vraiment. Écoutez, je peux vous raconter une histoire très récente. Jusqu'à présent, on me posait très régulièrement des questions, des affirmations en me disant la phytoaromathérapie n'est pas en mesure de traiter ni les méningites tuberculeuses, ni les septicémies. Il y a 3 semaines... Ce que j'aurais tendance à croire, personnellement. Je le pensais aussi. Oui. Il y a 3 semaines, un de mes amis me téléphone en me disant « Ma femme est hospitalisée à l'Hôtel-Dieu, elle a un syndrome fébrile depuis quelques jours, on vient de lui trouver un colibacille dans le sang, on a conclu, donc en milieu hospitalier, à l'existence d'une septicémie. Oui. Je ne tiens absolument pas à ce que ma femme rentre dans le circuit des médicaments chimiques, je veux te faire confiance parce que je les soigne depuis un certain nombre d'années, est-ce que tu veux la prendre en charge ?» J'ai dit « Je veux bien prendre en charge, il est toujours temps pour un médecin de prendre la décision à partir du moment au-delà duquel il connaît ses propres limites. » Oui. Je l'ai pris en charge en ville. Il a fallu 3 jours pour la tirer d'affaire totalement avec du magnésium, avec des oligo-éléments injectables, avec un régime approprié, des infusions et des essences aromatiques. C'est la première fois que je peux faire état d'une chose pareille. Bien. Eh bien, écoutez, je dois dire que cette observation en conclusion a de quoi faire réfléchir, parce que si vous aviez eu un échec, vous risquez quand même de vous faire reprocher cela. Parce que vraiment, vous parlez là d'une chose pour laquelle il est à peu près admis que la thérapeutique moderne et les antibiotiques ont connu un triomphe et que rien ne peut les remplacer. Alors, moi je le dis, comme je le pense, ceci m'intéresse. Toute cette médecine nouvelle est une médecine intéressante et certainement, il ne faut pas la rejeter en disant « c'est pas sérieux, c'est pas chimique, c'est pas scientifique ». Je crois que c'est une science, mais une science différente. Mais je crois aussi, et je pense que nos invités du jour seront tout à fait d'accord, il faut aussi voir
avec prudence et en coopération avec les malades et avec les autres médecins, ce que cela peut donner pour plus tard. Maintenant, si vous avez, vous, téléspectateurs, des observations intéressantes à nous envoyer, écrivez-nous à Fenêtre Sûre Parlons de médecine et nous recevrons tout ça et nous pourrons peut-être en reparler une autre fois. Bonsoir.